Bonsoir à tous et merci du fond du cœur pour votre présence ici aujourd'hui avec nous au Théâtre de la Colline. Alors je dis le mot présence consciemment parce que le mot présent va être présent tout au long de la soirée. On verra de quelle manière. Il y a quelques années, j'avais un rendez-vous avec un ami. Il y a très longtemps, enfin, vraiment plusieurs années, je ne vivais pas en France encore. Et lors d'un passage à Paris, un ami m'avait donné rendez-vous, et pour que ce soit pas très difficile, il m'avait donné rendez-vous sur le parvis Notre-Dame. Donc je me suis rendu au rendez-vous sur le parvis Notre-Dame, et puis j'ai attendu, et mon ami était en retard, et il s'est mis à pleuvoir. Et sur le parvis Notre-Dame, il n'est pas facile de se couvrir. Et attendant, j'ai vu passer... donc j'avais la cathédrale Notre-Dame en face de moi. Et j'ai vu passer une dame qui marchait avec difficulté à l'aide d'un déambulateur. Et avec la pluie, elle a décidé d'aller dans la cathédrale pour se protéger. Donc elle a tourné et elle s'est rendue jusqu'à la cathédrale. Elle a ouvert la porte et elle est rentrée. Et j'ai eu une révélation, pas claudélienne, mais pas loin, mais quand même, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de marche pour rentrer dans la cathédrale Notre-Dame. Et ça ne m'avait jamais frappé à ce point. C'est quand même dingue. Elle est posée au ras du sol, au fond. Vous arrivez à la cathédrale Notre-Dame, vous entrez, voilà, comme dans une boulangerie, au fond, on ouvre la porte et on entre. Et tout à coup, le rapport inversement proportionnel entre la facilité d'entrée et la complexité symbolique du lieu m'a sidéré, et je m'étais dit, ah, c'est ça l'art populaire. C'est-à-dire, c'est facile d'entrer, mais difficile à pénétrer. C'est facile d'entrer. Et je me suis rappelé alors la première phrase de la Métamorphose de Kafka. Un matin, au sortir de rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un horrible insecte. Tous les mots sont simples, je comprends chaque mot, mais l'idée est tellement complexe. Donc j'ai repensé à la première phrase de La Recherche du temps perdu de Proust. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Je me suis souvenu de la première phrase de Cent ans de solitude de Garcia Marquez. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se souvenir de ce lointain après-midi au cours du père, duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. Je comprends tous les mots, mais l'idée est complexe. Et je me suis dit, en fait, c'est ça le théâtre, c'est ça, c'est cette présence-là. J'ouvre la porte, j'entre, mais le lieu symbolique dans lequel je me trouve est d'une complexité incroyable. Pourquoi est-ce que c'est d'une complexité incroyable? Tout simplement parce que je ne sais pas qui je suis. J'arrive, je nais, je grandis, et les questions se posent et je deviens un être mystérieux à moi-même. Et puis je mène ma vie cas un cas avec des certitudes, des incertitudes, et puis voilà, et tout ça m'échappe. Et pourtant, le quotidien est simple. Je dois faire le ménage, je dois faire des courses, je dois gagner ma vie, aller au travail. Pas d'escalier, pas de marche. J'ouvre la porte, j'entre. C'est facile, mais c'est complexe. Et cette pensée m'a amené à cette idée de... Enfin, des années plus tard, je suis tombé sur un livre de Gaston Bachelard, L'intuition de l'instant. L'intuition de l'instant. Et... plus que jamais, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un peu de cela dont il est question dans nos vies, puisque d'une certaine façon, l'avenir est devenu une sorte de délire. Aujourd'hui, nous devions, en principe, vous présenter l'année 21. Mais on ne le fera pas, parce que ce serait complètement faire preuve de... presque de démesure que de prétendre savoir ce qui va se passer en janvier, en février, quand on ne sait pas exactement ce qui nous attendra dans 3 semaines, un mois, demain, après-demain. Et d'une certaine façon, l'avenir nous échappe. L'avenir nous échappe, et le passé... Eh bien, le passé n'est au fond qu'une forme de ressassement. On se dit, ah oui, mais bon, si le virus, et puis voilà, et ça. Et puis, donc... il nous reste ce présent, le présent. Et le présent, eh bien, c'est le lieu du théâtre. C'est la force, la plus grande force du théâtre, c'est le présent. C'est le fait que, vous voyez, vous êtes là, je suis là, et puis
Comment dire, je ne suis pas un écran. Je ne me suis pas filmé. Je n'ai pas été. Ce que je vous dis là, je ne l'ai pas. Je l'ai un peu préparé, mais vaguement, je me suis dit que j'allais improviser un peu une pensée, réfléchir en direct, on va dire. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit de chacun d'entre vous, mais il se passe plein de choses en ce moment dans l'esprit de chacun de vous, et c'est ça l'instant. Et cet instant a une intuition. Et cette intuition, on la pressent, mais on serait bien incapable de la nommer et de dire, bon, ben, l'intuition de l'instant qu'on est en train de vivre là, c'est ça, ça, ça et ça. On ne sait pas. Donc, bienvenue dans ce présent, en entrant dans le théâtre. Et c'est peut-être ça, peut-être qu'on va essayer de préserver le plus possible au cours de l'heure et demie, 2 heures maximum que va durer cette soirée. C'est-à-dire préserver toujours des instants de présent. Alors, pour commencer, cette soirée, elle va se faire de 2 manières. D'abord, d'une façon un tout petit peu ludique, enfin, j'espère. Quand on a réfléchi un peu à... Quand on essayait de nommer ce qui arrive, ce qui nous arrive, à la fois bon, individuellement et puis en même temps tout le monde ensemble, l'idée du fait qu'on se soit, enfin, qu'il y a eu ce confinement, que pendant les vacances, il y avait peut-être des pensées aussi particulières, parce que qu'est-ce que ça voulait dire aller en vacances? C'était très important de retrouver la légèreté. Et puis, je parle pour ce qui me concerne, les vacances ont été d'une violence folle, essentiellement à cause du 4 août où Beyrouth a explosé, et me ramenant à encore plus d'exil, c'est-à-dire me demandant mais qu'est-ce que je fais à Paris? Pourquoi je suis pas au Liban? Mais enfin, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je peux faire d'ici? Qu'est-ce que c'est qu'être exilé? Enfin, cette bombe a été une déflagration dans le cœur de tous les Libanais, évidemment. Et je ne savais plus exactement ce que tout cela signifiait. Donc les vacances ont été pardon? Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, et donc me présenter devant vous, évidemment, c'est avec l'idée de me dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ce moment-là. Au fond, il y a répété des spectacles parce que c'est ce que j'aime faire et donner aux artistes qui sont là la possibilité de le faire. C'est ça, être directeur d'un théâtre, le partager. C'est l'équipe, c'est mon équipe ici, l'équipe de ce théâtre, qui m'ont à peu près tous écrit pour me dire qu'ils pensaient à ma famille, à moi. Et puis il y a le public, le rapport, ce que c'est que d'être là, debout, avec des gens qu'on ne connaît pas mais qu'on connaît. Il n'y a que ça. Et pensant à ça, je me suis dit, en fait, c'est le fil. Il faut travailler autour de l'idée du fil. Le fil dans plein de sens. Le fil comme pour recoudre les choses qui sont... Comme on recoud des cicatrices. Recoudre, parce qu'on a tous besoin de recoudre les choses, recoudre les morceaux. Maintenant, on dit avant le confinement, après le confinement, comme s'il y avait 2 rives. Il faut bien les recoudre ensemble pour qu'il n'y ait plus une sorte de séparation, un périphérique à l'intérieur de notre propre existence, entre le avant et le après. Et comment on fait pour recoudre ça? Comment on recoud nos deuils? Voilà, certains d'entre nous connaissent des gens qui ont peut-être vécu des choses absolument tragiques. Comment on recoud ça? Comment on trouve les mots pour tisser ce fil. Mais le fil aussi comme un fil d'Ariane. Fil d'Ariane parce que d'une certaine façon, nous sommes embarqués à l'intérieur d'un labyrinthe, mais un labyrinthe un peu particulier. C'est un labyrinthe postmoderne. Il n'y a pas de paroi à ce labyrinthe. Il est simplement carré. Il est monstrueusement carré. Il n'y a rien. Il n'y a pas de minotaure. Mais on sait qu'il y en a un. Mais on ne le voit pas. On ne le perçoit pas. Et pour ne pas se perdre dans ce labyrinthe, on a besoin de ce fil d'Ariane qui est au fond la parole. Parler. La parole poétique, pour ne pas être que des tubes digestifs qui cherchons par tous les moyens à sauver notre santé, ce qui est très très important, mais on ne peut pas être que ça. Donc aussi la parole poétique, comment elle peut être le propulseur
ce qui nous permet de ne pas être écrasé au sol, mais de nous propulser à l'extérieur même de cette espèce de frayeur qu'on a face à la mort, face à la maladie, etc. La poésie comme propulseur. Donc ce fil qui nous permet de retrouver le chemin. Et donc travaillant autour de cette idée de l'aiguille et du fil, on s'est dit, avec l'équipe du théâtre, avec Pierre Ticilio, c'est une chance absolument extraordinaire de pouvoir travailler avec un graphiste, poète comme Pierre, qu'il fallait qu'on travaille autour de cette aiguille et de ce fil. Et que ce sera peut-être le symbole, il en faut bien un, pour dialoguer ensemble, pour qu'on puisse être en lien les uns avec les autres, justement, ce lien par le fil. Alors, on a fait ce que vous avez entre les mains, c'est-à-dire ce programme. Alors, la soirée va se dérouler de la manière suivante. Bon, excusez-moi, je suis nerveux. La manière, elle va se dérouler de la façon suivante. On va commencer par faire un atelier couture, tous ensemble. On va coudre le titre. Et après, je vais vous parler de l'automne, puisque l'automne a un peu changé. Je vais vous parler de l'automne avec les artistes qui vont le faire ici, à la colline. Alors, voici comment ça va se passer. Pour ceux qui sont habiles, ça prend à peu près 15 minutes à coudre. Pour ceux qui sont un peu moins habiles, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais je vais faire comme à la radio, c'est-à-dire, après qu'on vous ait expliqué comment ça va marcher, on va pendant 15-20 minutes coudre. Chacun, vous prenez votre fil, votre aiguille, et puis on va vous coudre. Et pendant que vous allez coudre, je vais vous faire, comme à la radio, une lecture. Je vais vous lire un texte qui m'émeut profondément, parce que c'est un texte qui évoque Lascaux, la caverne de Lascaux. C'est un texte de réflexion sur les peintures rupestres. Alors vous voyez, quand je vous parle du présent, c'est parler aussi de ce présent très ancien qui vient jusqu'à nous. Alors pour vous expliquer comment ça marche, ce fil, cette aiguille, je vais demander à Fanny de venir me rejoindre. Fanny Thirion, qui est directrice des communications à la colline et qui va c'est très très simple, vous expliquer de quelle manière procéder. Ouais. Merci Wajdi. Alors c'est très simple. Nous avons un fil et une aiguille. On vous propose de détacher l'aiguille qui se trouve donc dans le papier. Et normalement vous avez suffisamment de fil pour pouvoir tisser tout le titre. On a également essayé de vous simplifier la tâche en prenant un chat assez grand. Donc, une fois qu'on a fait l'opération de passer le fil dans le chat, que je ne vais pas arriver à faire, évidemment. Ah. Merci. C'est pas sympa de te demander de mettre le fil dans un chat devant du monde. J'y suis arrivée. J'y suis arrivée et vous ? Alors, pendant que d'autres terminent, ensuite, bon, vous savez probablement comment ça se passe. On fait un nœud sur une des deux extrémités. On essaye de ne pas perdre trop de fil. On le fait au bout. Et voilà. Et normalement, vous vous retrouvez avec ça. Un fil au bout, et voilà. Et donc ensuite, le document que voici, vous le retournez. Au verso, il y a l'ensemble de numéros impairs et il y a plusieurs mots. Chaque mot a une couleur, donc il y a 5 mots. Et vous allez commencer, vous allez voir, on a inscrit, ça commence ici, et il y a un numéro 1. Vous l'avez vu, sublime. Et bien voilà, ensuite c'est tout simple. L'aiguille va dans le trou numéro 1 au verso. Arrive au recto, et là vous cherchez le numéro 2. Facile.
Ben, je crois que c'est parti. C'est parti. Alors, pendant que vous allez faire ça, je vais donc faire cette lecture en prenant du temps. Si vous avez fini avant que j'ai fini, tant mieux, vous pourrez écouter. Et aussi, évidemment, ne vous sentez pas du tout mal à l'aise de ne pas coudre tout de suite, mais d'écouter. Vous pourrez coudre à la maison. Donc... Alors, je commence. Je commence par le chapitre 2, qui s'intitule « Voir les grottes ». Nous avons vu les grottes, mais elles ne nous attendaient plus. La fable veut qu'un toutou, un setter à poils roux, affolé par l'odeur d'un garenne, ait montré le chemin de Lascaux. C'est connu à Montignac, près les Hésies de Théac, dans le Périgord noir, en cette fin d'été, des gamins pris d'aventure, les grandes vacances n'en finissaient pas lorsqu'on a 18 ans, ils coururent les bois. Soudain, le chien fait l'arrêt, une patte avant en virgule, la gueule comme le plus beau tableau des chiens imbéciles, la truffe effarée, babine à la gendarme, et il niaque. L'œil rendu fou par une odeur, le chien vient de dénicher un lièvre et aussi 20 000 ans avec. On ne le voit plus, disparu dans l'Avenne. Tout de même, c'est le petit bâtard de Marcel Ravida. Il l'aime bien, son chien. Il l'appelle, l'emploie à désobstruer la lore, et voilà. Et voilà, Lascaux est trouvé. Bon, tout ne s'est pas exactement passé de la sorte, mais enfin, retenons la légende. Elle est joliment racontée dans une nouvelle de Guy d'Avenport, portant le nom du cabot Robot. Ravida et ses comparses portent les maillots de corps de l'époque. Des maillots à bretelles. Ils ont, comme des galettes casquetées sur le caillou, celles qu'on voit aux gamins de Vigo dans Zéro de conduite. Ils ont la touche des pensionnaires des disparus de Saint-Agile et le même goût de mystère. Ils aiment un peu à se faire peur. Le grand Ravida, surtout, bien bâti ce garçon, d'allure crâne, apprenti garagiste du cru, surnommé le Bagnard, car on lui reconnaît de faux airs de forçat à la Jean Valjean. Nous sommes en zone libre et nous sommes dans une guerre, 1940. L'affaire laisse une singulière impression de candeur. On entendrait le témoignage bravache de ces mômes. Quoi, Lascaux? Bon, c'était pas plus compliqué que ça. Autre chose est de voir. Chacun de l'équipé revient chez lui, crotté, jetant le béret sur la table de la cuisine. Il restait plus que à aller voir. Et l'abbé Breuil ira bientôt, dès le 21 septembre. Il s'est dépêché, illico, comme plus tard, Jean Clotte prit la route d'Ardèche le 29 décembre 1994 pour vérifier les dires de Jean-Marie Chauvet quant à sa trouvaille, la grotte du pont d'Arc. Les médecins de campagne sont appelés, les prêtres vont au chevet et les préhistoriens ont aussi leur cas d'urgence. Ce sont des cas d'urgence antédiluviennes. Le médecin traite un rhume d'hier, l'homme de foi absout une vie, le paléontologue authentifie les millénaires. S'y rendre en premier lieu. À Lascaux, voici Breuil après les enfants. Lui-même n'est pas bien remis, il cligne. Quelques jours plus tôt, il s'est fichu dans l'œil une méchante ronce. Sale ophtalmie, l'abbé ne voit qu'à demi, armé de sa paire de lunettes, avec une compresse écrasée sous un verre, un curé pirate, dirait-on. Il a comme un voile de calcite sur la rétine, tandis que, pour l'or, il va falloir regarder énormément, du moins jusqu'à ce que Malraux ordonne la fermeture des portes de Lascaux pour des raisons conservatoires. Comment voir les œuvres pariétales? Comment s'approcher de la grotte de la Moute ou des Combarelles, de leurs tribus de gravures rayant des centaines de mètres carrés, des milliers de griffures agrippées aux parois, figées selon une logique dont elles furent dotées voici longtemps, préservant un secret qui ne leur est plus d'aucune utilité.
Comment voir les œuvres? L'homme de Magdalène s'y était traîné sur les coudes. Il a supplié les lieux, il les a investis de sa demande. Une révélation qu'aucun arbre ou qu'aucune bestiole n'entendrait avec lui alors. Il se livra à la terre, l'homme de Magdalène, et il dit « Je suis mortel, entendez-le, et tout l'est peut-être. Conservez après moi ce mystère, je vous prie, ô caverne. » Il aurait pu se confier à l'immensité céleste, mais l'acabit des cavernes chaussait mieux à son être. Du reste, la grotte était vivante, animale. Toutes ses cloisons respirent l'eau. Elle est d'une nuit constante. Et partout, quand c'est possible, les stalactites et stalagmites font la guimauve pour se rejoindre. Alors, l'homme de Magdalène chuchota son secret sur les murs de Chauvet, moins de 35 000 ans. Il était encore à murmurer la même rengaine sur ceux de Combarel, moins de 12 000 ans. Sur le même ton, pareille annonce durant 23 000 ans, « Je suis mortel, je suis mortel », mi-geignant, mi-prière. La grotte n'y croyait plus tellement, mais à force, un jour, tout semblait vrai. On ne le revit plus. La grotte le crut mort, comme ce fut dit, et un serment, elle murra sa parole, puisque, mourant, il était mortel. Et puis, revoici l'homme encore, le même, d'une certaine façon, à peine changé, un peu augmenté de roture. Sa petite histoire de mort n'était donc rien. Durant 10, 20 et 30 000 ans, la caverne conserva sa parole, ses murs retinrent le bruit des galopades sous ses voûtes, suspendirent les sabots, les migrations sous plafond, la galerie figea les croupes, les encoulures entremêlées, musela les aurochs, contint les mammouths, les rhinocéros à dents de licorne, tandis que l'homme s'occupait d'autre chose, lui, pendant ce temps-là, construction de cathédrales, etc., de lui, de sa mystification, son couplet préféré, ses aveux de mort déclinés comme un secret de Polichinelle. Il n'était donc pas mortel. Après l'homme de Magdalène, nous revoilà à la veille dans les diverticules, comme de rien, en chaussures, comme des perdreaux de l'année. Mais les grottes se sont passées de nous pendant si longtemps, flouées, indifférentes à notre retour. Trop de temps s'en est allé. Elles se sont lassées d'attendre. Alors les choses se sont inversées. Contre notre demande, contre notre besoin de savoir. De ce secret, elles ont fait leur mystère à notre barbe. Elles l'ont mué en le leur. Tout bruissant de silence, les cortèges zoologiques se sont habitués à leur solitude. Le vacarme des cavalcades, les races entremêlées à Hu et à Dia, à qui mieux, se sont figées pour se repaître de leur abandon contre notre furieux désir de voir. Des troupeaux entiers frappés d'autisme à notre égard. Comment voir les œuvres pariétales aujourd'hui ? Les archéologues ont apposé sur les sites ornés de fresques leurs scellés, ceux de la connaissance en devenir. L'astronomie, la discipline peut-être la plus proche de l'archéologie pariétale, par sa dimension fascinatoire, nous a habitués à la patience. Notre degré d'ignorance du cosmos est très satisfaisant. L'étude de l'art rupestre, elle, n'a pas de siècle. Pas d'Aristote ou de Ptolémée, pas de Kepler, pas de Galilée, pas de Copernic, de Newton, aucun jalon. De plein fouet, les grottes se sont ouvertes au regard, sans autre forme d'annonce. Tout occupé de la façon dont il fallait investir les sites sans les détruire, les préhistoriens furent sommés d'apporter une réponse à la foudroyante intrusion du raffinement en plein primitivisme. Quoi ? Entre deux tranches de reine braisée, il arrivait que le Magdalénien soit saisi d'un irrésistible besoin de lyrisme, biface contre pinceau. Quoi ? D'une amabilité de glace en haine de sentiment, l'archéologue des grottes ornées nous met en garde contre les interprétations intuitives et au mieux propose-t-il d'attendre un prochain progrès du savoir dont profitera peut-être l'amateur dans une poignée de générations, 1000 ans, 10 000 ans. Au plus profond des grottes, nous voyons les figures. Nous sommes capables de nommer le bestiaire, nous l'avons dénombré dans chaque caverne, nous l'avons compté, nous l'avons recompté, nous l'avons dessiné, nous l'avons photographié, reproduit dans des espaces artificiels, voisins. Nous savons tous des espèces disparues, le mégacéros et le mammouth, le félin, 2 fois grand, et le rhinocéros laineux. Nous sommes capables de dater les œuvres, d'analyser les pigments. Nous sommes capables d'analyser les charbons, les glaises, les traces, de classer des styles, de préserver l'écosystème des spélonques.
C'est déjà beaucoup, et pourtant nous voici désarmés, ignares, nous voici plaintifs, nous voici honteux d'épaisses lacunes, presque repentants, trébuchants, sans cesse sur la part cachée des cavernes, et contre cette question qui résiste toujours, mais pourquoi faisait-il cela? Pourquoi faisait-il cela? Et pourquoi pas? Mais cette réponse automatique ne suffit pas, ce serait celle du désaveu. Peut-être entre-t-il dans notre désœuvrement l'intuition lointaine d'un manquement, le sentiment obscur d'un oubli, car au premier chef, c'est bien de nous dont il est question avec ces peintures rupestres, alors que nous n'avons pas su conserver la haute mémoire de ce que nous fûmes en ces âges, ce dont la grotte à elle seule s'est montrée capable. Elle s'en est chargée à notre place. Effectivement, ces choses existent, on les a vues, elles nous ravissent, elles nous dérangent. Tout semblait simple d'abord. Un abbé, Breuil de son nom, offrit les premières clés. Eh bien voilà, dit-il, à la saison, ceux-là s'attiraient les faveurs du gibier en allant dessiner leurs silhouettes au bout de la caverne pour mieux les chasser après. Tout un récit graphique déroulé comme un volumen, une chronique pariétale. Certaines bêtes, lesquelles, celles qu'on a chassées hier ou celles que l'on devra chasser demain, sont marquées de traits, comme des flèches, des javelines. Ça collait. La thèse prêchée par l'homme de foi et les savants d'alors, reprise par le comte Henri Bégoin, assénée de colloques en commission, d'études, donnée en leçons par l'instruction publique. Cette thèse occupa notre ignorance durant une 50aine d'années. On crut cela. Elle allait bien, cette thèse, à nos premières représentations. Elle seyait à la pédagogie laïque du moment. 1901, ouverture des combarelles par un curé. 1905, séparation de l'Église et de l'État. Ça allait bien. On l'avançait au début des manuels scolaires. En plus de quoi, sans le dire, elle nous laissait une place humaine dans l'effarant recul de notre âge. 10 000, 20 000 ans hors Bible, poids net, notre part compréhensible. Ainsi, l'homme archaïque, en butte à son âpre routine, ne cessa de perfectionner ses armes, millénaire après millénaire, mais il fit mieux, dès qu'il fut temps, il ouvrit l'art de la chasse à ses superstitions, il céda lui-même en allant dessiner ses convoitises giboyeuses dans le noir des grottes. Il matina sa survie d'autres traits, subtils, propices, rien que de délicats. Toutefois, la théorie de l'abbé empruntée aux doctrines de Salomon Reinach clochait sur plusieurs points, dont celui-ci. On sait, d'après les restes, que cet homme-là ne se nourrissait d'à peu près aucune des espèces majoritaires représentées dans les souterrains. N'importe, la solution avancée par Henri Breuil a beau être erronée, elle prévaut encore dans notre imaginaire, elle reste sur nos lèvres, on la retrouve dans les livres, on la retrouve au cinéma, dans le roman des cavernes, dans la bande dessinée. Pascal Sémonsu débrouille ce vieil anachronisme de la théorie propitiatoire. L'art magique est une conception facile à expliquer et facile à comprendre. Il faut reconnaître que, bien qu'étant obsolète, une telle conception de l'art est fort pratique pour les maîtres. Ils sont sûrs de se faire comprendre. Scientifiquement dans le faux, ils sont pédagogiquement dans le vrai, du moins dans l'efficace. Aux statistiques de Leroi-Gourhan, les romanciers préférèrent les rites et les incantations autour d'une peinture de Breuil, incomparablement plus vivant, plus évocateur, en un mot plus distrayant. Breuil, en 1901, fêtait ses 20 ans. Il sortait à peine du séminaire pour entrer définitivement dans les culs de four en soutane. Commence une retraite inattendue pour un homme de foi qui fera de lui la figure tutélaire de la préhistoire. On l'appelle d'ailleurs le pape dans le milieu. Et il aboutira à sa somme. 400 siècles d'art pariétal, édité en 1952. Bon, pour moi, incapable de dire aux débeautés combien font 400 hectolitres en litres, le titre de 400 siècles d'art est confondant. Je m'y reprends. J'entendrai 4000 ans, mais non, c'est bien 40 000 années. Chacun salue l'abbé et pourtant, à parution, son livre vient clore une époque. Ces thèses tombèrent en disgrâce, dévoyées par une nouvelle génération de chercheurs aux approches structuralistes arides et roides, avides d'établir une grammaire efficiente des cavernes. La recherche a changé. Breuil n'est plus, lorsqu'on interroge André Leroi-Gourhan en 1970, filmé à son bureau, un documentaire en noir et blanc, homme d'immense timidité. Après d'autres choses, comme par jeu, il lui est demandé d'en dire un peu plus sur sa méthode à lui. Alors Leroi-Gourhan se saisit d'un paquet de fiches en carton,
taquets, des cartes perforées consignant les grottes de France, leur topographie et leur bestiaire. Et là, on lui propose le mammouth. Le maître enfile alors un bâtonnet dans l'alias et tombe sous nos yeux des dizaines de mammouths sur la table de l'Institut. Les occurrences de mammouths, les mythogrammes de mammouths. Puis on lui demande, et le bison, même jeu. Le roi Gourand empoigne ses cartes à trous, empale l'algorithme des Urus, plus fourni. Voici 100 fiches de Urus, au moins répandues en désordre sur le bureau, un mikado de bison éparses perforés. Et les théories s'éteignent, les unes après les autres, quand il s'agit de comprendre pourquoi il faisait ça. Et elles s'éteignent quand les grottes demeurent. Les prochaines plieront à leur tour, sans doute, soit qu'émergea une nouvelle école de préhistoriens, soit alors qu'une grotte d'importance fut bientôt trouvée. On l'a dit, l'évolution stylistique établie par André Leroi-Gourand, selon laquelle 4 périodes esthétiques s'emboîtent entre l'Aurignacien et le Magdalénien, vacilla après la découverte de Chauvet. Plus rien ne tenait. Ainsi, les thèses vont de déconvenues en déconvenues. Pratique propitiatoire pour la chasse, pour la fécondité, pratique expiatoire pour le meurtre de l'animal, rite d'initiation, rite totémique, code sexué, chamanisme. Plus ça va, dirait-on, moins les réponses ne nous éclairent, plus s'éloigne la part sensible des sociétés d'antan auxquelles, peu ou prou, nous sommes liés après des tapis d'années. Pourquoi les hommes faisaient ce qu'ils faisaient sur les cavernes? Ces thèses nous sont cédées, il en faut. Elles remblaient nos lancunes en attendant. D'une certaine façon, la fermeture imposée de Lascaux et d'autres sites dédouane notre vide, comme si cette occlusion se faisait l'expression de notre ignorance. Les reconstitutions des grottes géographiquement voisines des fresques originales, irréprochables, fidèles au dessin, au modèle des parois, me font l'effet de combler notre défaillance, de se substituer aux réponses qui nous échappent. J'entends la parole des préhistoriens comme maussade, sèche, réchignante, rien à attendre qui ne fendra jamais l'armure. Encore, si j'en réclame, je me fais l'impression d'être l'un de ces candides impudents qui dérangent leurs réflexions. Leur discipline est aussi jeune qu'elle semble condamnée. Il manque à la préhistoire l'Haroun Tazieff des volcans, le Paul-Émile Victoire du grand froid, le Frison Roche de la montagne, le Théodore Mondeau du désert, l'Einstein tirant la langue, le Cousteau télévisuel de l'océan. Il lui manque l'Hubert Reeves, ministre de l'information de l'infini. Il manque ce savant qui aurait su nous convier tendrement à cela, non pas pour forcer l'opacité du mystère ou nous bercer de vulgarisation, mais pour nous inviter au partage de ses doutes. L'art rupestre balance entre les théories absconses fondées sur des milliers de rapprochements graphiques, d'associations statistiques et l'immense creuset de l'émotion collective dont certains littérateurs, Bataille, Char, Blanchot, Derrida ou Duras, se sont risqués à dire les impressions. De l'abbé Breuil à André Leroi-Gourand, de ce dernier à Jean Clotte, les cycles théoriques sont trop courts pour que nous puissions poser nos bagages, ancrer un savoir, qu'il acquiert son repos. Et hors théorie, armé de mon seul vertige, point de salut. Mes sentiments se voient disqualifiés par les hypothèses en cours. Quand on fait de la préhistoire, prévient Leroi-Gourand, il faut laisser derrière soi le plus possible ses propres pensées. Et pourtant, comme en manière de paradoxe et le préalable cognitif, il ajoute, il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir être rigoureux. Comme si, par essence, la discipline devait en passer par un état de poésie. Précisément, poésie. Il est possible que le seul capable de m'accompagner au pas des cavernes soit celui qui n'aura construit aucun système, élaboré nulle thèse, n'étant d'aucune école, quelqu'un qui ne cherche pas à répondre à la question « mais pourquoi il faisait ce qu'il faisait ?» car il ne se la pose pas, en somme. Tout sauf un savant. Contemporain de Breuil et des premiers structuralistes, Gaston Bachelard ne parle pas de grottes peintes, sinon de feu. Il parle de feu, il parle d'eau, il parle d'espace, il parle d'air, il parle de mémoire et de rêverie. Sans la surcharge d'aucun savoir, sans nous emprisonner dans l'unité d'une méthode d'enquête, dit-il. Bachelard m'aide, me réchauffe plutôt que de brider mon émoi. Dans un dernier livre, texte bref, simple et ténu, La flamme d'une chandelle, paru en 1961, il n'est question pour Bachelard ni de monde souterrain, ni de figure pariétale, mais simplement du pouvoir de rémanence dont est capable à elle seule la flamme vacillante d'une bougie,
d'une errance de l'âme à qui la contemple, jusqu'au partage d'une expérience plurimillénaire. Tout rêveur, écrit Bachelard, tout rêveur de flamme est en état de rêverie première. Cette admiration première est enracinée dans notre lointain passé. Ou encore, il écrit, suivant une des lois les plus constantes de la rêverie devant la flamme, le rêveur vit dans un passé qui n'est plus uniquement le sien, dans le passé des premiers feux du monde, tout simplement à travers la flamme d'une bougie. Au moins, dirait-on avec Bachelard, suis-je libre de regarder pour ce qu'elle est, une entaille de quelques centimètres, sciemment pratiquée sur l'argile d'un monde enfoui sous cloche, qui donc est le mien. Sa démarche me permet d'être l'autre et moi, même sans que la question ne m'isole de cet autre. C'est à ce petit livre de Bachelard que songe le père Dominique Dubarle en le rattachant explicitement au geste de l'homo sapiens dans les grottes. Il le cite dans le beau film de Jean-Claude Bringuier. Bachelard a été l'homme qui nous a guidés, par certains côtés plus que Freud, dans la forêt magique de l'imaginaire, en retrouvant, au-delà métaphore, d'une sexualité, des thèmes qui évoquent toute une nostalgie d'une très très vieille humanité qu'on retrouve encore aujourd'hui, celle d'un humain regardant le feu, car il ne comprend pas lui-même sa propre existence. Alors, ce livre, qui s'appelle Les Combarelles, est écrit par Michel Julien. Et c'est un livre merveilleux sur les grottes de Chauvet, sur les grottes de Lascaux et sur les Combarelles. Il est édité aux éditions... Alors, attendez. L'Écarquillé. Alors... comme je vous disais tout à l'heure, normalement, il aurait fallu vous raconter l'année 21, mais nous le ferons plus tard. Nous avons décidé à la colline que nous irions peu à peu. Aujourd'hui, nous allons plutôt vous parler de l'automne. Et puis, même si nous en avions parlé l'année dernière. Et puis, plus tard, probablement en novembre, on vous invitera pour vous parler des 3 premiers mois de l'année prochaine. On ne vous parlera pas de toute l'année. Tout simplement pour qu'on soit certain que ce dont on va vous parler a la chance d'exister réellement. En fait, la première importance en fait, qu'on a, voilà vraiment la chose sur laquelle on a vraiment beaucoup insisté, étant donné la réalité, c'est de permettre aux artistes de répéter et leur permettre de créer leur spectacle, de permettre au décor de se construire, de permettre à l'objet, justement à l'image pariétale, on va dire, à cette figure dans la grotte, que cette chose-là puisse exister, que l'artiste puisse peindre. Et on s'est dit, nous allons poser les dates de représentation comme des hypothèses que nous souhaitons ardemment pouvoir faire, mais nous n'allions pas nous mettre dans une situation frénétique à vouloir absolument faire quelque chose qui nous échappe. Allons-nous pouvoir jouer? Oui, non, dans quelles conditions, dans quelle situation, dans quelle jauge, pleine, mi-pleine, pas pleine, tout ça nous échappe. Donc nous avançons comme en plein dans une forêt en se disant qu'on imaginera les clairières lorsqu'elles arriveront et qu'on aura véritablement la possibilité de le faire. Ainsi, vous parlez de l'automne aujourd'hui, c'est vous parler donc des spectacles qui sont en ce moment en train d'être créés et répétés, dont les décors sont construits. En ce moment, derrière moi, il y a un décor qu'on vous cache parce que c'est une surprise. Nous allons vous parler des dates de première qui approchent, mais il faut qu'on reste en lien parce qu'on ne sait pas ce que le gouvernement va nous imposer, va nous demander. On a bon espoir, mais on reste dans ce rapport au présent. Vous voyez comment ça s'est passé votre rentrée, comment va se passer la sortie tout à l'heure. En fait, il y a quelque chose comme ça qui va nous accompagner tout au long de l'année. On va être surtout au présent de cette chose-là. Donc, lorsqu'on se verra en novembre, on vous donnera une partie de l'année 21. Et plus tard, on se reverra pour vous donner une autre partie de l'année 21.
Et plus tard, on se reverra encore pour vous donner la dernière partie de l'année 21. Et lorsqu'on arrivera à la fin de l'année 21, on se refera une cérémonie comme ça. On prendra tous les quarts de plaquettes qu'on vous donnera et on les recoudra ensemble pour faire l'almanach de l'année 21. Donc, contrairement aux autres années, cet almanach, il sera réalisé à la fin de l'année 21 et non pas au début, toujours avec ce fil et cette aiguille. Donc voilà, ça c'est un peu le principe général de la manière avec laquelle nous allons fonctionner ensemble. Alors, pour vous parler de l'année, de l'automne qui arrive, je vais donc demander aux trois artistes qui vont soit les jouer, soit les représenter, de venir me rejoindre. Donc Adama Diop, Frédéric Fisbach et Simon Falguière. Donc alors, avant de rentrer dans la conversation, je voulais simplement aussi dire qu'un de mes très grands regrets, mais vraiment, c'est que les spectacles du printemps, qu'on n'a pas pu à peine les répéter, en tout cas pas les présenter, je tiens à les nommer parce que ce sont des artistes qui sont extrêmement chers à mon cœur. Il y avait Judith Rosmeyer qui devait présenter un spectacle qu'elle avait écrit et mis en scène, qui évoque sa mère. Et c'est un spectacle qu'elle devait jouer en allemand. Judith, c'est la comédienne qui jouait Nora, enfin la mère de Ethan dans Tous les oiseaux. Il y avait un spectacle de Nora Krief qu'elle avait écrit et mis en scène aussi en lien avec sa mère. Un spectacle dans lequel elle chantait la chanson de Kaltoum al-Atlal au complet. C'est un spectacle vraiment extrêmement émouvant. Il y avait aussi un spectacle d'Anouk Grimbert sur l'art brut. Et il y avait un spectacle de Emma Dante qu'elle devait présenter avec un groupe d'une vingtaine de jeunes comédiens italiens. Donc ces quatre artistes... eh bien, on n'a pas pu vous les présenter parce qu'on était pendant cette période de confinement. Et je tiens juste à nommer leurs noms parce que leur présence manque. Il y a comme un trou. Pour donner une cohérence en fait à ce qu'on essayait de faire à la colline. Et donc on arrivait à la colline, on arrivait à l'automne avec... on était dans quatre spectacles de femmes et on arrivait normalement à 4 spectacles d'hommes. Un des spectacles n'a pas pu être fait, c'est le spectacle de Krzysztof Warlikowski, l'Odyssée, une adaptation qu'il devait faire de l'Odyssée, et il n'a pas pu le créer parce que une de ses comédiennes a été gravement malade, et parce que le projet, lorsque le confinement est arrivé, étant donné ce que la Pologne était en train de traverser à ce moment-là, lui a semblé être écrasé par le sens violent de ce que le confinement était. Et il n'arrivait plus à trouver un sens à ce qu'il devait faire. Donc il a décidé de ne pas faire le spectacle. Donc le spectacle n'existe pas. Il se trouve que pendant le confinement, on devait présenter un autre spectacle qui s'appelle Notre Innocence, qui est un spectacle que j'ai mis en scène avec 20 comédiens. Et lorsque le déconfinement a eu lieu, c'était eux qui devaient jouer le spectacle. Donc j'ai répété avec eux un spectacle, on l'a monté Littoral, qui est une pièce que j'ai créée il y a quelques années. On l'a présenté ici pendant le mois de juillet. Et donc, en place du spectacle de Christophe, nous allons présenter Littoral. Nous allons reprendre le spectacle que nous avions présenté au mois de juillet pendant une quinzaine de représentations. Alors, l'automne, tel qu'il était annoncé avant ce confinement, est devant vous. On va dire, il y a Frédéric qui va... non, on commence par Mes frères, voilà. Il y a Adama qui joue dans Mes frères, un texte de Pascal Rambert mis en scène par Arthur Nosiciel. Et Arthur lui-même est en Bretagne pour présenter... une saison à son public, et Pascal ne pouvant pas être là, eh bien Adama a bien voulu accepter être là pour nous parler de ce qui se passe en ce moment. Ensuite, donc normalement, la première a lieu le 25 septembre, et quelques jours après, il va y avoir une première
une autre première, normalement, celle de Frédéric Fisbach, un texte qui s'appelle « Vivre ». Et puis, prenant le relais un peu plus tard, en novembre, je pense que c'est en novembre, oui, il y a Les Étoiles, qui commence le 20 novembre. Alors, Simon, on va le retrouver à un double titre. Il y a une première création, un texte qui s'appelle Les Étoiles. Et ensuite, après Les Étoiles, toujours dans la petite salle, tu vas présenter le spectacle pour les enfants, qui est une réécriture que tu as fait du Petit Pousset. Voilà. Donc, après Mes Frères, il y a Littoral. Et normalement, après Littoral, il y a une dizaine de représentations d'un spectacle qui s'appelle Sœurs. Donc, tout de suite après Mes Frères. Il va y avoir Sœurs. Sœurs est un texte que j'ai écrit et mis en scène il y a quelques années, qui est la suite de Seul, en préparation de Mère, qui normalement devrait être présenté l'année prochaine, en 21. Donc, tout ça dans un cycle que j'ai appelé le cycle domestique, mais dont je vous parlerai tout à l'heure. On verra pour Sœurs, parce que la comédienne est canadienne, et on verra si à ce moment-là, au mois de novembre, si les voyages internationaux sont possibles ou pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on reste vraiment en lien et attentif à ce qui arrivera avec chacun des spectacles. Tout ça, de toute façon, vous les avez dans le petit feuillet qui se trouve là. Vous avez les dates. Voilà. Alors, je voudrais profiter de votre présence pour peut-être, partant de ce que Christophe a vécu, de ce que Christophe Warlikowski a vécu, qui l'a amené à vouloir ne pas présenter son spectacle, vous poser la question. Voilà, c'était des projets qui existaient bien longtemps avant, dont nous avions parlé il y a déjà 1 an et demi, le temps de les programmer, de trouver les dates, nanani, tout ça. Et voilà, il se passe le confinement avec cette vague puissante qui nous a un peu tous tétanisés. Et j'imagine, puisque je pense que c'est arrivé un peu à tous les artistes qui étaient en train de travailler sur quelque chose, que ce soit un roman, une pièce de théâtre, un film, bon, tout à coup la question c'est, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et est-ce que ce que je suis en train de faire a encore un sens, étant donné la vague, le trou noir qui vient de se dresser devant nous et qui absorbe toutes les lignes et qui nous amène à dévier. Donc la première question que j'avais envie de vous poser à tous les trois, c'est de quelle manière vous vous êtes posé cette question, Simon, Fred, vous qui êtes les auteurs, et Adama, au sein des répétitions, de quelle manière vous êtes posé la question en fait, pourquoi vous continuez? Pourquoi vous vous êtes dit, non, je continue à faire ce spectacle? Pourquoi vous auriez pu changer? Tu aurais pu m'appeler pour me dire, ouais, je garde les dates, mais j'écris autre chose. C'est possible. Fred, pareil. Peut-être que ça a changé. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes posé cette question de la raison d'être de ce projet que vous aviez avant? Alors, je commence. C'est une grosse question. La première chose que je dirais, c'est de façon très pratique, d'abord, c'est que je dirige une compagnie, une jeune compagnie, et que donc le premier réflexe qu'on a eu face à cette vague dont tu parles, c'est d'abord un réflexe pratique, de se dire, il faut absolument que nous poursuivions le travail. Il faut absolument que je rémunère tous les gens qui travaillent avec moi sur les dates qui ont été annulées, qui ont été reportées. Et il faut absolument qu'on maintienne la création. Ça, c'est la première chose. Avant la pensée artistique, de se dire, quoi qu'il arrive, on se réunit et quoi qu'il arrive, on fait le spectacle. On crée un spectacle. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue pratique, déjà, je ne voulais pas abandonner les gens avec qui je travaille. Et les payer et faire en sorte qu'ils ne soient pas dans un danger. Parce qu'en plus, c'est une aventure de troupe, c'est une aventure de famille, et je voulais déjà que les gens autour de moi ne soient pas en danger. Et après, pourquoi absolument tenir une création théâtrale? Déjà, moi je suis très ému, c'est la première fois que je suis sur une scène depuis le confinement, que je vois un public masqué comme ça, c'est très impressionnant. Pourquoi absolument maintenir une création? Parce que je pense... Enfin, parce que j'ai une foi terrible en cet art encore, maintenant, et plus que jamais peut-être. Je me dis que maintenant c'est... Et non, en fait, parce que je peux pas faire autre chose.
En fait, c'est ça. Je peux pas faire autre chose. Plus j'avance, moins je comprends exactement ce que je fais aussi. Plus les mystères et les parts obscures s'agrandissent. Et plus le mystère est grand, plus moi je trouve ça beau. Et oui, c'est ça. Et puis pourquoi à ce moment-là tu as choisi de continuer à faire les étoiles? Le texte était écrit. Enfin, oui, il est écrit. Oui. Voilà, oui, peut-être que tu as changé des choses, mais j'en avais lu deux versions. Voilà. Oui. Donc, pourquoi tu t'es dit je ne le change pas? Alors, dans les étoiles, parce que je crois qu'il rentre encore en résonance. Je disais, le mystère s'agrandit de plus en plus, et plus le mystère est grand, plus c'est beau. Et je pense que le mystère, il rentre en résonance avec tout ce qui peut arriver dans le monde, tout le temps. Qu'est-ce que tu appelles le mystère? Ce que j'appelle le mystère, c'est ce qui n'apparaît pas dans la parole, justement. Alors, si je reprends un peu le fil de cette soirée, par rapport à la parole, par rapport au chat de l'aiguille, j'avais lu avant de venir une phrase que tu avais écrite de « La parole passe par le chat du cœur de l'acteur ». Moi, j'ai l'impression que les histoires et que la parole, elle nous dépasse. Moi, elle me dépasse. Je ne sais pas ce que j'écris. Pendant le confinement, j'ai écouté beaucoup d'auteurs, beaucoup de poètes. J'en ai lu aussi. Et j'ai écouté Valère Novarina qui disait quelque chose que je trouve très très beau. Il dit les mots sont des animaux semi-sauvages. C'est très vrai ça. C'est-à-dire que les histoires aussi sont des animaux semi-sauvages et les situations aussi et les personnages aussi. Et toutes ces choses-là s'invitent de façon mystérieuse. Le travail de l'écriture, c'est de venir, pour moi, c'est de venir faire une petite construction pour que toutes ces choses mystérieuses puissent s'inviter. Une petite maison. Et quand j'écris, je ne sais pas exactement ce qui se dit. Enfin, en fait, c'est pas vrai. En fait, je crois savoir exactement ce qui se dit, mais je me trompe. Et c'est quand je passe par l'acteur, par le cœur de l'acteur, que se révèle à moi la vérité de ce qui c'était le mystère. Donc la transcendance, c'est l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles que tu crois avoir écrit et qui va être nécessairement une erreur, c'est-à-dire un peu comme Christophe Colomb, tu veux aller en Inde, mais tu vas trouver l'Amérique, mais tu ne le sais pas encore. Qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles? Tu peux peut-être nous dire, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un personnage, il y a peut-être une situation, parfois ça tient parfois à une chose, voilà, voilà, il se lève, il ne parle plus, point. Et tu ne sais pas pourquoi, tu es attaché à cette idée. Et tu ne peux pas t'en passer. Qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles qui fait que tu ne peux pas t'en passer? Tu ne peux pas te passer. Ça serait un deuil épouvantable de te séparer, même pas de raconter, mais de te séparer de cette petite idée qui fait que tu te dis, waouh, cette idée semi-sauvage, cette histoire sauvage, comment tu pourrais nous la présenter et à laquelle tu tiens? Alors j'y vais. Et vous allez voir que ça rentre en résonance. En fait, pour faire un tout petit peu la genèse de cette aventure, tu es venu voir un spectacle avec 16 comédiens qui durait 6 heures, qui était une épopée théâtrale dans laquelle je pensais avoir tout mis. Et tu es sorti du spectacle et tu m'as dit, je te propose de faire ton deuxième spectacle. Parce que souvent, c'est le plus dur, tu m'as dit. Waouh! Et à la colline. Et d'abord, j'avais une pièce dans un tiroir. Une pièce dans un tiroir qui s'appelait Le Fils, le cadavre et le parapluie. Comédie névrotique, qui était une pièce très sombre et qui me faisait rire, mais très très sombre. Et ayant cette pièce dans le tiroir, je me suis dit, on va faire ça.
Et puis, à 10 jours de voir la production, pour réunir l'argent pour pouvoir faire la pièce, je me suis dit, mais non, 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 ça va pas du tout, ça me va pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux raconter. Surtout que c'était une pièce qui avait un peu de bile, parce que j'avais eu beaucoup de mal à monter la grosse pièce de 6 heures, donc je réglais tous mes comptes dans la comédie névrotique. Et je me suis dit, je vais parler d'autre chose. Je me souviens, on jouait Poussé, justement, à Granville, au bord de la mer. Je me suis dit, je vais parler d'autre chose, et je me suis enfermé le soir dans mon hôtel pour rêver à une histoire. Et m'est venu tout de suite quelque chose, il m'est venu la mort de la mer. La mort de la mer, M-E-R-E. Et je ne sais pas pourquoi. Et puis il m'est venu un personnage, qui est un personnage de ma famille que je n'ai jamais connu, qui est mort avant ma naissance, et qui s'appelle l'oncle Jean. L'oncle Jean qui a toujours vécu avec ses parents, que l'on considérait comme un idiot de la famille. Donc 2 personnages. Et puis, le Nid de Cendre, donc l'épopée théâtrale, ne parle que de pères. Il y a des pères tout le temps. Chaque début, c'est 4 pièces. Chaque début de pièce commence par une comédienne qui crie « Papa !» comme ça. Et je me disais, il faut que j'écrive une pièce sur la mer et sur une mer disparue. Mais en fait, le fond de l'histoire que je découvre, là, en travaillant, c'est que le fond de l'histoire parle d'un jeune homme qui ne peut plus parler dans le monde dans lequel il vit, et qui va s'enfermer dans sa chambre pour vivre un voyage métaphysique et poétique à la recherche de ses mots, pour retrouver sa parole. Il vit ce voyage, et quand il sort de sa chambre, 25 ans sont passés, et il est passé à côté de la vie pratique. Et il retrouve une jeune fille de 25 ans qu'il n'aura jamais connue et qu'il découvre. Et il se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux le voyage poétique ou est-ce qu'il vaut mieux le petit bonheur de la vie pratique? Et ça, je crois que c'est une question qui me triture beaucoup. Est-ce qu'il est... Ce qui est étonnant, parce qu'il y a aussi Poussé. Poussé, c'est l'histoire, pour moi, d'un petit enfant qui va être sauvé. Et il va être sauvé par l'ogre dans mon histoire. L'ogre lui donne la parole. Ça, c'est ce que j'étais sûr de vivre. Moi, petit enfant, je pense que le théâtre m'a sauvé. Et je fais une analogie du théâtre dans l'ogre. Et quelques années plus tard, les années ont passé, je commence à vivre de mon métier, et je me rends compte que j'écris presque l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, j'ai peur que mon travail me condamne à un endroit. Et pour finir sur la résonance avec le monde actuel, je ne sais pas si vous suivez tout ce que je dis, parce que j'ai du mal à le suivre moi-même. Pour revenir à la résonance avec le monde actuel, quand Ezra, dans les étoiles, perd la parole, il se met à pleuvoir. Et il y a une terrible inondation, et tout le village est recouvert par l'onde, par l'eau. Il ne reste que les sommets des maisons comme des îlots sur un lac de chagrin. Et personne ne peut sortir de chez soi. Ils vivent tous à l'étage, et ils regardent l'étendue de l'eau. Et ils vont de maison en maison avec des barques. Et bien après le confinement, quand je me suis dit on va monter ça, je me suis dit mais oui. De la même façon, il y a une scène où l'oncle Jean, cet idiot, découvre l'amour par le baiser. J'ai très hâte de répéter cette scène. Mathilde, qui va jouer dans cette scène, est là dans la salle. L'oncle Jean et la responsable doivent s'embrasser. Et l'oncle Jean n'a jamais embrassé, il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas. Il a l'impression de tomber malade, elle lui dit « tu tombes amoureux ». Merci beaucoup Simon. Adama ou Frédéric, est-ce que vous avez envie justement de poursuivre le fil à votre manière, d'une manière ou d'une autre, de poursuivre le fil et d'embarquer dans la parole comme vous en avez envie? Oui, d'embarquer dans la parole, c'est ça. Moi, j'ai un peu embarqué dans l'écriture, en fait. C'est-à-dire que mon premier réflexe,
quand on s'est retrouvé chez soi, bon, j'ai la chance d'être à la campagne, donc c'était plutôt agréable. C'est un peu comme toi, c'est-à-dire ça a été d'abord de prendre soin de ce qui est tombé à l'eau. Il y a plein de choses qui sont tombées à l'eau, évidemment, des tournées, voilà. Mais après, avec toujours cette petite chose qui date de l'école, en fait, c'est que mon côté buissonnier, c'est-à-dire que je me suis dit, ah, c'est super, c'est terrible, les choses tombent à l'eau, c'est super, il va y en avoir d'autres. Comment je vais occuper ce temps qui s'ouvre, sans savoir combien de temps il va durer, d'ailleurs, parce qu'au départ, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et mon réflexe premier, ça a été de tout arrêter, ce qui me va très bien. Donc j'ai arrêté d'écrire, de chercher à écrire, et de tourner autour. Et je me suis dit, ça se trouve, de toute façon, on est confiné pour des mois et des mois. Donc, ce que je trouvais assez rassurant, et j'ai commencé à faire une chose très très banale, c'est à planter des trucs. Donc j'ai défriché et j'ai commencé à faire comme n'importe quel Parisien qui découvre la campagne, qui se dit ah tiens, je vais planter des tomates, je vais planter des machins, des trucs. Donc j'ai fait ça avec mon amoureuse et ma fille, et on a commencé à rentrer j'ai commencé à rentrer dans un temps autre. Comme je te disais tout à l'heure, cette phrase très très belle, enfin en tout cas qui m'a marqué. Et on peut le dire après coup, c'est que ce confinement, d'une certaine manière, a fait tomber le futur dans le passé. C'est tout le sens d'ailleurs de cette soirée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on va voilà, et que ça nous invite. C'est une invitation, ce qu'on connaît assez bien, nous qui pratiquons le plateau, une invitation à la présence et à être encore plus présent que présent et essayer de savoir ce que ça veut dire d'être présent et d'être vivant et d'être voilà. Donc ça a été et puis il s'est passé plein de choses. On est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi j'avais un titre, Vivre. J'avais un texte source qui était et qui est toujours Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Charles Péguy, qui est un poème dramatique. Et voilà. Et en fait je me suis surpris au sortir du confinement, donc tardivement, à écrire une pièce de théâtre. Ce qui est vraiment... C'est la première fois. C'est la première fois. Donc et d'écrire une pièce de théâtre... alors, pareil, hein, je ne sais pas ce que je suis en train d'écrire, mais il y a des choses factuelles quand même. Il y a une histoire, il y a des... Voilà. C'est quand même... Je crois... Enfin, j'essaye en tout cas d'écrire une pièce sur la guérison, par le théâtre et par le rapport au poème, à un poème, en l'occurrence, poème de Péguy. C'est une histoire de guérison, une histoire de naissance aussi, d'une femme qui renaît à la vie après un coma qui a duré 6 ans. La pièce se passe en 2026, donc je me suis livré à un petit exercice d'anticipation. Et puis il y a un mort qui peut enfin mourir. Un fantôme qui est là et qui ne sait pas comment faire et qui arrive enfin à passer de l'autre côté. S'il y a un autre côté, enfin, vous comprenez ce que je raconte. Et donc, et tout ça se passe en fait dans une ancienne salle de théâtre qui n'est plus un théâtre, qui est la petite salle de là-haut, et où 3 femmes se retrouvent pour reprendre le projet d'un metteur en scène qui est mort pendant le confinement. Pas du tout il est mort bêtement d'un accident de vélo, boulevard Beaumarchais, parce qu'il est sorti sans son papier, vous savez, et puis il a vu des policiers, il a eu peur, il a fait un mouvement comme ça, il y a un bus qui passait, pop. Et donc il est mort. Et donc ces trois femmes se retrouvent 6 ans après moult reconfinement. Je suis désolé, bon, l'avenir n'est pas forcément très très gai, mais ce qui a changé beaucoup pendant cette période, c'est que j'étais parti sur une histoire très 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 sombre, mais très sombre, et vraiment noir. Et je me suis dit, en sortant du confinement, c'est plus possible d'écrire ça, c'est plus possible, il n'a aucune raison d'être.
C'est-à-dire que, mine de rien, on a traversé une épreuve collectivement, alors de façon intime, chacun, hein, avec ses proches, ou seul, mais collective au sens où on l'a tous fait en même temps. Et chacun à son endroit, ça nous a renvoyé à nous-mêmes. Et je me suis dit, mais voilà, on a pris conscience d'un certain nombre de choses, enfin je crois, en tout cas chacun. Et du coup, j'ai envie d'éclairer par le théâtre un avenir proche, 2026, qui soit possible. Déjà c'est pas mal. Possible et dans lequel les gens peuvent guérir et peuvent renaître et peuvent trouver la paix. Là, je parle du mort, qui peut enfin se reposer. Voilà, donc. Tu as dit une chose sur la guérison par la poésie. Tu as dit ça comme ça. Oui. Est-ce que vous croyez... C'est une question qui n'est absolument pas métaphorique. C'est une vraie question très concrète. Est-ce que vous croyez qu'un mot peut guérir? Et pas que le mot est malade et il guérit. Non. Mais qu'un mot a la capacité. Est-ce qu'un mot peut vous guérir? Est-ce que c'est possible d'être guéri par un mot? Est-ce que vous croyez à ça? Par une parole, totalement. C'est-à-dire un mot qui s'incarne dans un corps, oui. Et qui m'est adressé ou qui m'est suggéré et que je vais dire moi-même. Absolument, totalement, complètement. Toi, Simon? Oui, totalement. Par exemple, est-ce que tu penses qu'un mot peut réconcilier vraiment? Peut ressembler un peu à la branche de l'arbre sous le poids de la neige qui tout à coup, parce que la neige fond, et c'est bon, c'est vrai, c'est réel. Oui. Je le crois total. Tu parles dans la vie ou tu parles au théâtre? Dans la vie. Non, je parle dans la vie. Oui, dans la vie. Mais dans la vie, je sais pas. Toi, Adama? Oui, je le crois vraiment. Ouais, je le crois vraiment. En tout cas, je pense que nous, on parle beaucoup, parce que je suis d'origine sénégalaise, et les mots ont énorme importance. Et on parle beaucoup d'intention. Donc finalement, c'est pas que le mot lui-même, mais c'est l'intention avec laquelle on va prononcer ce mot qui va être important. Et je pense profondément, oui, que ça peut guérir, soigner. Ça peut créer toutes les émotions. Un mot, c'est fort. C'est très très fort. C'est quelque chose qui m'a frappé. C'est marrant que tu parles de ça, parce que quand je suis arrivé en France, je voyais des jeunes s'insulter. Mais juste s'insulter, puis ils repartaient chacun de leur côté. Et ça m'avait troublé, parce qu'au Sénégal, une fois que ces mots sont prononcés, il n'y a pas de retour possible. Une fois que... voilà, il y a une escalade, quoi. C'est pas des mots qui sont vides, ils portent une charge. Donc oui, je le crois profondément, ouais, tout à fait. Comment s'est passé vos retrouvailles ou votre rencontre? Parce que je pense que vous aviez commencé à répéter avant. Alors non, on n'a pas commencé avant le confinement. On était censé créer pendant le confinement, mais finalement ça s'est décalé. Tu l'évoquais tout à l'heure, bon. Encore une fois, je suis d'origine sénégalaise, donc d'un coup, le temps qui s'arrête pose la question de l'espace et du temps, à savoir la raison pour laquelle je suis ici et pas près de ma famille au Sénégal. Donc ça a été très compliqué. Donc il y a quelque chose de très très violent là-dedans, à se retrouver très très isolé. Et forcément, il y avait en tout cas chez moi, une porosité au monde extrêmement puissante. Elle est présente d'habitude. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être comédien. Mais là, elle s'était vraiment accentuée avec le Covid et ce confinement. De quelle façon, concrètement? Concrètement, c'est-à-dire que je ne voulais plus du tout monter sur scène. C'est quelque chose qui ne m'a plus du tout manqué. Je ne m'intéressais plus au théâtre.
il y avait quelque chose où, en état d'alerte du monde, je passais énormément de temps à lire, à regarder, comment dire, il y a quelque chose où on a la chance de travailler, donc c'est un rythme qui est très rapide. Et du coup, il y a plein de choses qui résonnent en nous, qui nous questionnent, dont on n'a pas le temps forcément d'approfondir. Là, il y avait le temps. Donc forcément, j'ai plongé dans la violence du monde, quelque part. Voilà, dans la violence du monde. Donc ça a été quelque chose de très compliqué. À la fin, parce qu'il s'agissait de retourner au théâtre. Et je me suis dit, est-ce que tu as envie de retourner au théâtre? Donc ça a été une question très, très compliquée pour moi. Est-ce qu'elle est résolue? Elle est résolue parce que la chance que j'ai eue, c'est que le texte qu'a écrit Pascal Rambert, qui s'appelle donc Mes Frères, qu'on va jouer ici à partir du 25 septembre, parle de notre monde. Il en parle de manière détachée, puisque c'est un conte, donc c'est comme il agit comme un miroir, ce conte, mais parle d'une autre. Voilà, c'est-à-dire il parle d'isolement, c'est-à-dire que c'est assez incroyable parce qu'il y a des choses qu'il a écrites, donc je crois qu'il a écrit il y a bientôt 2 ans la pièce, et il y a des choses, tu as l'impression qu'il les a écrites après le confinement, quoi. Donc c'est assez troublant. Heureusement qu'il y a eu ça, parce que du coup ça questionnait vraiment qu'est-ce que nous, les hommes, dans cette pièce, faisons avec l'héritage que nous avons du monde, des traditions, de nos rapports par rapport aux femmes. Et il met comme ça une loupe un peu détournée avec cette pièce de comment on interagit avec le monde. Comment ça parle de la parole aussi. Ça parle du désir, de la parole. C'est 4 hommes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer. Parce qu'on ne leur a pas légué la parole, on leur a légué le silence. Donc comment on parle à une femme. Donc je trouvais que d'un coup, cette pièce résonnait dans aujourd'hui, on va dire une bataille de notre temps, qui est à savoir la question du rapport entre les hommes et les femmes. Et ça m'a raccordé. Je me suis dit, oui, ça, j'ai envie de parler de ça. Ça, c'est une violence avec laquelle j'ai envie de questionner et approfondir. Heureusement qu'il y a eu ce lien-là, parce que je me suis dit, s'il n'y avait pas quelque chose qui parlait d'une certaine violence du monde qu'on est en train de traverser, je ne sais pas si j'aurais pu plonger si facilement dans le travail. Ça veut dire que ton rapport au théâtre a changé. C'est-à-dire que, après Mes Frères, as-tu l'impression que tu ne pourras plus faire n'importe quel projet? Est-ce que comme comédien, est-ce que tu es prêt à moins jouer pour rester à l'aune de ce que tu as ressenti pendant ce confinement? Est-ce que c'est une question qui se pose à toi très concrètement sur comment gagner ta vie? Ou de quelle manière tu dialogues avec cette problématique, cette question-là? Alors c'est une problématique qui a toujours été présente. Je pense que ce que le confinement a changé, c'est plutôt trouver la manière d'exprimer mes propres questions. Donc ce qui veut dire passer par l'écriture et passer par moi-même exprimer des choses qui me sont profondes. Ce qui veut dire effectivement que moi j'ai toujours été sensible aux textes qu'on me proposait, aux pièces qu'on me proposait. Mais là, il s'agit de libérer quelque chose en moi qui était là depuis longtemps, hein, à savoir proposer moi aussi une vision, ou des questions en tout cas. Donc le rapport à l'écriture, le rapport à peut-être mettre en scène. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été un moment de réflexion et de décision dans ce sens-là. Donc effectivement, la question, je suis prêt, oui, en tout cas à ralentir le rythme d'être comédien pour pouvoir embrasser des questions qui aujourd'hui sont assez essentielles, assez brûlantes de les raconter. Voilà. De quelle manière est-ce que la réalité concrète dans laquelle nous vivons aujourd'hui, voilà, les spectateurs sont masqués, nous sommes distanciés les uns par rapport aux autres, nous avons des enfants, certains n'en ont pas, il y a des répétitions, il y a des accessoires, tout ça pose des questions sanitaires. De quelle façon elles vous confrontent dans votre rapport quotidien au théâtre? Est-ce que quelque chose vous inquiète
à moyen et long terme, est-ce que vous avez le sentiment que ça ne sera plus possible, au bout d'un certain temps, si ça continue à se dégrader, ça ne sera plus possible de répéter, etc. Est-ce que ces questions vous traversent? Est-ce que ces questions vous angoissent? Comment vous les gérez avec les comédiens et avec les équipes? Ben moi, je travaille avec des actrices, enfin pas toutes, mais il y en a 2 en tout cas sur 3 qui ont plus de 60 ans. Donc la question très concrète, elle se pose. Puis il y a une autre personne qui va faire une apparition sur le plateau qui en a 82. Donc la question qui se pose, c'est de ne pas tomber malade. Donc comment ne pas tomber malade? Donc on en parlait tout à l'heure, c'est passer un contrat avec tous les gens de l'équipe en disant vous partez de la répétition, vous allez chez vous. Partez de chez vous, vous allez en répétition, vous limitez au maximum les contacts avec voilà, et on essaye de faire tenir le truc jusqu'à la fin. Là, c'est même pas tomber malade, c'est éviter de mettre en danger potentiellement des gens qui sont, comme on dit, à risque. Donc, et en même temps, ça me paraîtrait, et je le ferai si jamais, évidemment, je mettrai pas en danger quelqu'un, mais et la personne est d'accord, mais ça me semble plus que jamais important qu'elle soit sur le plateau. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui s'est passée quand même, c'est qu'il y a une génération, ça a touché une génération ou des générations. Et ça, c'est impressionnant. Hein. La grippe de 1918, c'était les jeunes gens autour de 20 ans qui étaient touchés. Donc, au sortir de la guerre de 14-18, c'était une espèce d'ironie du sort cruelle. Là, ce sont les anciens, personnes plus âgées. Et il y a un personnage, par exemple, que je fais interpréter, un personnage de la vie réelle que je cite dans le spectacle, qui est Max von Sydow, par exemple, cet acteur de Bergman, qui a fait l'Exorciste aussi après. Il est mort le 8 mars 2020, à 90 ans. Donc, on va dire c'est une belle vie. Mais la proximité avec ce qui s'est passé fait qu'on se dit, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Voilà, il y a des gens qui sont partis comme souvent, mais là, il y en a eu beaucoup. Tout d'un coup, Christophe, le chanteur, par exemple, qui a fait qui était dans le dernier film de Bruno Dumont, qui jouait un moine et qui chante. C'est absolument splendide, cette partition, enfin, c'est magnifique. Et voilà, il y a des gens qui nous manquent déjà, qui sont partis. Il y a toujours des gens qui partent, mais il y a des gens qui... Et donc concrètement, ça se traduit par faire attention pour arriver à aller là où on a envie d'aller, en étant conscient des risques, et en essayant de les mesurer en tant que faire se peut, et en même temps en misant sur le désir, c'est-à-dire en disant le désir est plus fort que la peur. Donc moi cette personne de 80 ans, c'est ma mère. Donc il y a ma mère. Alors j'ai pas envie de la mettre en danger, ma mère, évidemment pas. Mais en même temps, si elle est d'accord, si on est d'accord et si on fait attention, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait mutuellement. Et j'espère que ce sera un cadeau pour les gens, mais pour vous. Donc, moi, j'ai pas envie de mettre le désir de ce cadeau-là est plus fort que la peur. Toi, Simon? Évidemment, c'est très anxiogène. Évidemment. Alors, en plus, on en parlait avant de venir. Il y a une grosse semaine, j'ai appris que ma costumière et que mon assistant à la mise en scène était positif. Vous inquiétez pas, je suis négatif. C'est pour ça que j'ai pu venir. Mais ce qui fait que la costumière va prendre du retard, donc voilà, évidemment. C'est très angoissant. Et en même temps, voilà, en effet, être le plus sérieux possible entre nous. Après, moi, je peux pas m'empêcher aussi de penser qu'il y a quelque chose d'étrange
enfin, la façon dont on fait du théâtre au sein de la compagnie, au sein de la troupe, c'est aussi un rapport vraiment à de la jubilation et à de la joie, tout le temps, le plus possible. C'est répéter jusqu'à pas d'heure, sortir, aller au bar d'à côté, boire des bières, parler des scènes, en fumant plein de cigarettes. Et ça risque de ne pas être très possible. Donc, est-ce qu'on va réussir au plateau à trouver la même flamme de joie, quoi, la même vie? Ça, je sais pas. Mais j'espère. Mais en tout cas, je suis drogué à la répétition. Je suis vraiment un cas d'addict à la répétition grave. Et je ne l'ai pas fait là, je n'ai pas répété depuis quand même quelques temps. Donc je n'attends qu'une chose, c'est mon shoot de répétition. Il me manque terriblement. Donc ça, c'est une joie. Ça, c'est une joie. Et c'est une chance immense. Et comment ça se passe sur les répétitions de mes frères? Alors, ça se passe plutôt bien. Peut-être pour rebondir sur cette question, le Covid, évidemment, c'est quelque chose qui nous inquiète un peu tous, qui est quelque chose de grave, dont il faut faire attention. J'ai néanmoins une sensation que le sens du théâtre, au-delà du Covid, il y a quelque chose de plus profond. Je ne sais pas comment dire ça. Le monde n'a pas attendu le Covid pour vivre quelque chose de violent. Pendant qu'il y a le Covid, il y a d'autres choses, il y a des guerres qui se passent dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que la nécessité de venir sur le plateau, de raconter des histoires, de questionner notre monde, il dépasse le Covid. Donc moi, il y a un endroit où je n'ai pas peur, pas dans le sens où je ne fais pas attention ou tout ça, mais ça nous dépasse tous. Ce qu'on raconte, les histoires qu'on raconte, la violence du monde, telle qu'elle existe aujourd'hui dans certains pays, est phénoménale. Donc oui, on fait attention, voilà. Et on a la chance d'être ici, où l'équipe est vraiment aguerrie à la gestion de comment doivent se passer les répétitions. Donc nous, vraiment, on a la chance d'avoir une équipe formidable, une belle bande d'acteurs. Donc j'ai envie de dire, on a juste à venir à se concentrer sur ce qu'on a à faire et surtout questionner encore une fois en tout cas dans cette pièce, nos héritages, nos traditions et la violence qui en découle. Au cours de cet automne, il y a aussi tout au long de l'automne un projet. Un projet qu'on a commencé au mois de juillet, et qu'on poursuivra au fond tout le long de l'année. C'est un projet qui est inscrit aussi dans le petit feuillet ici qui s'appelle La Parole Nos Chers. C'est un projet qui s'inspire d'un projet qui s'appelle la Cabane du Vent, qui est un projet japonais, qui a été fait par un garçon japonais qui, après Fukushima, dans le fait que plein de gens ont perdu leurs proches du jour au lendemain et qui se sont retrouvés dans un deuil inattendu, a posé dans un endroit une cabine téléphonique où les gens pouvaient tout à fait simplement aller dans cette cabine téléphonique, décrocher le téléphone et s'adresser à leurs morts. Vous pouvez leur parler. Donc Kaori Ito, qui est une chorégraphe et danseuse japonaise, mais qui travaille en France, m'avait appelé pendant le confinement pour me dire: est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce que ce serait bien qu'on fasse la même chose à la colline, qu'on installe une cabine téléphonique? Évidemment, une cabine téléphonique n'est pas Covid, mais aussi, c'est pas que ça, c'est que la culture occidentale est beaucoup plus cartésienne que la culture japonaise, et dire à des Français venez parler à vos morts peut tout de suite tourner un tout petit peu ésotérique. Donc on s'est dit il faut peut-être passer autrement et peut-être adapter le projet, et donc on a créé ce projet qui s'appelle La Parole Nos Chers. Si vous regardez là à côté de la librairie, en bas il y a une cabane que l'équipe de la colline a fait construire, et la personne qui le désire, qui voudrait, par exemple, témoigner d'un mort
qui lui est proche. Parler de quelqu'un qui est mort, mais pas, enfin, il peut être mort il y a très très longtemps, enfin, ou dernièrement, c'est pas lié à l'épidémie. Prend rendez-vous. Et donc, elle vient au théâtre, elle va être accueillie par un nocher. Un nocher, c'est le nocher, on appelait ça ainsi charron, qui faisait le passage, c'est celui qui conduit la barque pour faire passer les âmes d'une rive vers un autre. On parlait, voilà, le nocher de l'enfer, etc. Donc la parole nochère, donc il est accueilli par un artiste, un guide, qui va l'accueillir, qui va le conduire vers la cabine. Et dans cette cabine, eh bien, l'artiste va dire à la personne, bien voilà, vous allez rentrer dans cette cabine, prenez le temps de vous installer, et vous allez voir, dans la cabine, il y a 2 téléphones. Un à gauche, un à droite. Quand vous serez prêt, décrochez le téléphone qui est à gauche et composez le numéro. Moi, je suis juste à côté, il y a un téléphone qui va sonner, je vais vous répondre et on va échanger. Comme ça, vous serez seul dans la cabine. Et je vais vous poser des questions sur la personne dont vous voulez parler, dont vous voulez témoigner. Donc, la personne décroche et puis elle s'adresse voilà, il dit bon ben le guide il dit voilà, quelle est cette personne, et bien voilà, je voudrais vous parler de telle personne, pourquoi était-elle importante, quel souvenir vous avez de cette personne, quelle est la chose qu'elle a pu vous dire qui vous a marqué, enfin toute une série de questions comme ça qui permet à la personne de témoigner. Ça dure une vingtaine de minutes, une demi-heure à peu près, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et toute cette conversation est enregistrée et consigné, on va dire, dans un disque dur. Et puis, une fois la conversation terminée, le guide, qui a à sa disposition une série de textes poétiques, peut proposer à la personne, il dit voilà, la conversation, la personne dont vous m'avez parlé, dans la manière avec laquelle vous m'en avez parlé, me fait penser à un poème, j'ai envie de vous le lire. Et le guide lit un poème au téléphone, et ce poème aussi est enregistré dans ce disque dur, consigné. Une fois cette conversation terminée, le guide dit à la personne, maintenant nous allons accrocher, prenez votre temps, je vous attends à l'extérieur, et vous verrez, à votre droite, il y a un autre téléphone. Si vous le désirez, vous pouvez décrocher et pouvez vous adresser à cette personne. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire, et ce que la personne va dire va aussi être consigné, mais dans un autre disque dur, qui n'est pas le même que celui qui concerne l'adresse, la parole adressée. Une fois la personne fait ça, si elle désire le faire, bon, elle prend le temps, elle sort de la cabine et puis le guide la raccompagne jusqu'à la sortie du théâtre. Nous avons fait ça tout au long du mois de juillet. Il y a eu à peu près 200 personnes qui sont venues. Les guides, les 4 guides ont évidemment été extrêmement transformés par cette expérience extrêmement puissante. Et nous comptons poursuivre cette expérience. L'idée qu'il y a là-dedans, c'est que donc on se retrouvera peut-être à la fin de l'année, au début de l'été, c'est-à-dire vers le 21 juin prochain, au solstice d'été. Eh bien, nous ferons une petite fête, pour les morts. Le disque dur où il a été consigné le témoignage. On a parlé des morts. Ce disque dur, dans une sorte de cérémonie très festive, on va prendre le disque dur, on va le sceller à l'intérieur d'une boîte, et cette boîte qu'on va sceller hermétiquement, on va aller la sceller au sous-sol, au 3e sous-sol de ce théâtre, sous une dalle de béton, avec une plaque sur laquelle il sera inscrit que ici reposent les témoignages des vivants pour les morts, qui ont été consignés pendant l'année 2020-2021, et que cette boîte ne devra pas être ouverte avant l'été 2520. Donc, les questions qui vont se poser, c'est plein de questions. Comment on va s'adresser à ces gens dans 500 ans? Quels outils on met pour que ça puisse être récupéré? Et ce qui me plaît profondément, c'est qu'à partir de ce moment-là, sous le plateau, là où les acteurs joueront, il y aura une petite substance radioactive faite de la parole qui sera toujours en dessous, au 3e sous-sol, et qui sera là. Et puis, dans la même journée où on scellera cette boîte en bas, on prendra le 2e disque dur et on le considérera comme une urne qui aura recueilli les cendres des morts, sauf que ces cendres sont la parole adressée. Et ça sera considéré comme une urne. Et
après avoir scellé la boîte en bas, on ira à l'extrême opposé du théâtre, on ira sur le toit. On va brancher ce disque dur sur un haut-parleur et pas trop fort pour que personne n'entende. On va faire jouer le disque dur. Donc les paroles adressées vont aller dans l'air. Personne n'entendra rien. Et à la fin, ça sera complètement effacé, comme des cendres que l'on jette. Donc une parole sera conservée longtemps et une parole sera... Si cette... Voilà, si c'est quelque chose dont vous avez envie, vous verrez, vous êtes guidé dès le premier appel. C'est vraiment fait avec beaucoup de douceur et de tranquillité. Voilà. Alors, ce projet aussi, il y a le projet d'amener cette cabane au Liban. C'est quelque chose auquel je tiens. Et donc, probablement pendant le mois de décembre, on va déménager cette cabane. On va l'amener pendant 3 semaines au Liban, où je ferai la même chose. Et ça va être intéressant parce que je vais devoir former des guides, parce que c'est nécessairement en langue maternelle que cette chose-là doit être faite, autant que possible. En tout cas, privilégier le plus possible la langue maternelle. Et puis, il y a le projet aussi au printemps d'amener cette cabane au Rwanda. Donc, la question de la mort, la prendre dans son rapport cérémoniel, dans son rapport sacré, dans son rapport non pas morbide, mais poétique. Et c'est peut-être une des choses que le théâtre doit faire, en tout cas une chose que j'ai envie de faire avec La Colline, c'est d'additionner au langage qui a énormément cours en ce moment dans la société. On parle beaucoup de la mort, mais on en parle de façon politique, on en parle de manière médicale nécessairement, on en parle de façon sociologique, on en parle de manière économique, et tout ça, ce sont des sémantiques différentes, hein, c'est des langages, des mots différents. J'ai appelé ça la parole nochère parce que le mot nocher et nochère n'a jamais été utilisé par aucun média pendant le confinement. Donc c'était un mot libre, c'était un mot qui n'appartenait à aucun discours, ni politique, ni économique, ni sanitaire, etc. Et je pense qu'une des choses qu'on a à faire, c'est de parler de la mort, mais de manière poétique, parce que c'est un théâtre. Et le théâtre, vous voyez, on est à côté du cimetière du Père-Lachaise en plus. Donc, on doit dialoguer avec cette question, et c'est la manière avec laquelle on va dialoguer à travers ce projet. Il y a 2 spectacles dont je ne vous ai pas parlé, qui sont ceux que... Enfin, je les ai nommés rapidement, Sœurs et Littoral. Le hasard fait que les 2 pièces parlent du Liban. Littoral raconte l'histoire d'un garçon qui cherche un lieu pour enterrer le corps de son père, et ne le trouvant pas, il se met à le porter sur son dos, à errer à travers un pays détruit. Et Sœurs est un spectacle inspiré de la vie de ma propre sœur, Naïla, qui est agent d'assurance au Canada depuis une 20aine d'années. Et j'ai construit une pièce à partir de cette personne-là, de cette fille-là, qui ne s'est pas mariée pour s'occuper de son père parce que son père était vieux, et qu'il faut, dans les familles libanaises, on peut pas faire autrement, et c'est souvent la fille qui se sacrifie pour que les frères puissent faire leur métier et leur carrière. Donc, Sœur parle de cette fille libanaise qui vit au Canada. Elle est interprétée par une comédienne qui joue 2 personnages, qui joue elle-même et qui joue ma sœur. Et c'est une pièce qui évoque le Liban, mais du point de vue des exilés. Donc, le fait que ces 2 pièces parlent du Liban, par rapport à ce que a pu dire Adama tout à l'heure, c'est une chance pour moi, parce que ça me donne le sentiment que je peux être là, que c'est juste, que je peux continuer ici à être dans ce théâtre, parce que je crois que si ça n'avait pas été ça, là, la schizophrénie serait vraiment trop violente. Donc, je vous en parlerai pas plus, parce que j'ai toujours un peu de difficulté de parler des spectacles que je fais dans le théâtre que je dirige, c'est un peu bon. Donc, mais bon, il y a toutes les informations.
voilà. On va mettre fin à notre soirée maintenant parce que on a envie d'en faire plusieurs. Donc je vais essayer de pas faire long pour pas que vous vous dites ah non on va pas revenir, pour que vous puissiez revenir la prochaine fois et on va essayer de faire à chaque fois quelque chose qui soit un peu dans cette simplicité. Donc je voudrais vraiment alors avant de vous dire le mot, il faut que je vous dise une chose, c'est que pour sortir du théâtre, il y a un protocole qu'on a mis en place. On est obligé de le faire, il faut sortir un peu comme dans l'avion. C'est-à-dire, l'équipe d'accueil va vous guider, il faut sortir rang par rang. On l'a fait pendant les représentations de Littoral, ça se passe très bien. Donc, voilà, restez assis, ça sera pas long. Et puis, l'équipe des ouvreurs vont vous guider pour pouvoir sortir dans la salle. Il faut surtout pas emprunter les passages qui sont en dessous pour pas que les équipes se croisent. Donc, je voudrais d'abord vous remercier à vous trois, vraiment, d'avoir pris la parole dans la manière avec laquelle vous l'avez fait. Je vous remercie infiniment pour votre présence et j'espère qu'on va se voir tout au long de cette année. Merci beaucoup et bonne soirée.